Donc, après ce rappel du type abstrait de données liste et de quelques opérations que nous avons décrites dans la librairie ou dans l'unité LLCU lib+, donc nous allons voir le type abstrait ensemble. Donc, le type abstrait ensemble est composé généralement de 8 ou 9 opérations. Donc les opérations que nous avons sont init ensemble. Alors quel que soit le type abstrait de données que nous allons voir, il y aura toujours une opération d'initialisation. Donc init ensemble va placer l'ensemble dans une condition telle qu'il est perçu comme étant vide. Ensuite, nous avons une fonction courant, courant de E de type T ensemble, qui retourne un élément type de base. Donc c'est l'opération, un petit peu comme valeur de L dans la liste, donc courant de E, va me donner l'élément sur lequel je pointe actuellement dans l'ensemble E. Nous avons une procédure début, var E de type T ensemble. La procédure début donc permet de repointer, lorsque je suis en train de manipuler un ensemble donné, elle me permet de repointer sur le premier élément de l'ensemble. Fin de E de type T ensemble. Elle retourne un booléen, elle ne fait que tester. Par exemple, si j'ai un ensemble composé des valeurs 1, 2, 3, en faisant début de E, je suis en train de pointer sur 1. Lorsque j'utiliserai l'opération qui est la suivante, elle me permet de passer et de pointer sur le 2. Si j'exécute encore une fois suivant, je pointerai sur le 3. Si j'effectue encore suivant, je ne pointerai sur rien du tout, sur nulle part. Et dans ce cas de figure, la fonction fin, si je l'appelle dans ce dernier cas, elle va me retourner vrai. Dans les autres cas, lorsque je pointais sur 1, sur 2 ou sur 3, elle retournerait faux, parce que la fin de l'ensemble n'est pas encore atteinte. Nous avons l'opération appartient, E de type T ensemble, X de type de base, et c'est une fonction booléenne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vérifie, c'est un test d'appartenance, c'est comme le appartient donc de la théorie des ensembles. Donc elle vérifie si X appartient à l'élément E, et dans ce cas de figure, elle retournerait vrai. Si ce n'est pas le cas, elle retourne faux. Nous avons l'opération cardinale de E de type T ensemble. Donc elle retourne un entier pour dire qui indique le nombre d'éléments que j'ai dans mon ensemble. J'ai deux fonctions primordiales. Donc ce sont les fonctions, ou deux procédures, pardon, ce sont les procédures ajouter et retirer. Donc ajouter, var E de type T ensemble, X de type de base, donc elle va ajouter un élément X à un ensemble E. Bien sûr, la fonction ajouter ne devrait pas ajouter si l'élément existe déjà. Retirer un ensemble, retirer pardon, une valeur X d'un ensemble E, donc elle consiste d'abord à rechercher si la valeur existe. Et dans le cas où la valeur existe, elle va la retirer. C'est-à-dire que si j'ai un ensemble composé des valeurs 1, 2, 3, si je fais retirer 2, je trouverai juste après 1, 3. Donc brièvement, nous avons ici init ensemble. Que fait init ensemble lorsque nous sommes dans le cas d'un ensemble implémenté? Alors ici, ça n'a pas vraiment d'importance qu'on sache si l'ensemble est implémenté statiquement ou dynamiquement. Si les étudiants se souviennent bien, dans la liste linéaire chaînée, on avait dit que lorsqu'on utilisait un type abstrait de données, au moment de l'implémentation des opérations de base du type de données liste, nous étions obligés de faire un choix. Est-ce que la liste est implémentée dynamiquement ou bien est-ce qu'elle est implémentée, par exemple, c'est une simulation, elle est implémentée dans un tableau. Par contre, ici, l'ensemble, il est implémenté en fonction de quelque chose qui elle-même ou qui elle-même est abstraite. C'est-à-dire ici, je vais implémenter ensemble comme une liste. Mais la liste, est-ce qu'elle est implémentée statiquement, dynamiquement? Ça n'a pas d'importance. On va se borner à ça, c'est l'essentiel. Je n'ai pas besoin de savoir en implémentant le type. Je n'ai pas besoin de savoir en implémentant le type de données ensemble si l'ensemble va être implémenté statiquement ou dynamiquement.
L'essentiel, c'est qu'il est implémenté comme une liste. Et de ce fait, il utilise le type abstrait de données liste. Bien. Alors, si vous vous souvenez, lorsqu'on a défini la liste linéaire chaînée, on a manipulé des algorithmes qui disaient, par exemple, while L est différent de nil. Parce que, traditionnellement, la liste linéaire chaînée est implémentée dynamiquement. Mais ça peut ne pas être vrai dans l'absolu. Je peux être amené à implémenter une liste dans un tableau. C'est assez rare. C'était valable dans des langages où le concept d'allocation dynamique n'existait pas et où on se retrouvait dans le besoin d'implémenter un algorithme manipulant une liste alors qu'il n'y a pas de moyen de faire d'allocation dynamique. Ça, le cas de figure n'existe pas vraiment maintenant. Toutefois, ici, pour éviter cela, j'ai travaillé avec une constante. Je n'ai pas travaillé avec nil directement, mais avec une constante nulle. Par exemple, ici, quand je viens dans mon ensemble, si mon ensemble est implémenté avec une liste linéaire chaînée, qui est elle-même implémentée dynamiquement, donc il utilisera la constante nil, qui veut dire une adresse qui ne va nulle part. Mais si mon ensemble est implémenté dans un tableau, chose que je vous avais demandé de faire lors du dernier cours, ou en vous envoyant le projet compressé, je vous avais demandé de réfléchir à une implémentation de l'ensemble en tant que tableau. Donc si j'implémente l'ensemble en tant que tableau, je n'ai plus de concept d'adresse nil. Donc pour éviter cela, j'ai utilisé dans le tableau une adresse qui s'appelle nul. Donc quand je suis dans un type abstrait liste, je dirais tout simplement, dans la rubrique const, elle me permet de définir une constante, je dirais tout simplement nul égale nil. Parce que là, nous sommes en train de faire une implémentation de la liste, une implémentation dynamique. Donc pour nous, nul, ce sera nil. Si j'étais en train d'implémenter l'ensemble comme un tableau, donc je n'utiliserai pas LLCU lib, j'utiliserai par exemple tableau lib. Et dans tableau lib, je dirais tout simplement que nul égale 0. Si je considère que mon tableau, je suis en Pascal, si je considère que mon tableau va d'une case d'indice 1 à une case d'indice n, donc je peux considérer par exemple l'indice 0 comme étant une adresse qui ne va nulle part. On reverra ça tout à l'heure avec l'implémentation d'un ensemble dans un tableau. Il faut se rappeler ici que j'ai fait une abstraction. Au lieu de dire directement e.tête égale nul, j'ai dit j'ai dit e.tête égale nul. Nul changera au gré du type qui va servir à l'implémentation de l'ensemble. Revenons à nos opérations. Donc rapidement, que fait init ensemble? Donc elle doit considérer que le cardinal de l'ensemble c'est 0, puisqu'il est vide, et la tête de l'ensemble reçoit nul, donc ça ne pointe nulle part. La fonction courant de E qui retourne un élément de type de base, que va-t-elle faire? Courant reçoit valeur de E.curseur. Alors qu'est-ce que c'est que ce E.curseur? Revoyons rapidement notre ensemble. Le type T ensemble est un enregistrement. Il est composé de combien de champs? Il est composé de 3 champs. Le premier champ, que j'ai appelé ici tête, il pointe la tête de l'ensemble. Pourquoi j'ai besoin de ça? Quand c'est implémenté par une liste linéaire chaînée, je ne peux pas m'aventurer à perdre la tête de liste. Donc, on est obligé de la garder. Si j'utilise également un second champ, donc la tête pointe sur la tête de la liste qui représente l'ensemble, un champ que j'ai appelé curseur. Curseur, c'est un pointeur qui me permet de naviguer à l'intérieur d'un ensemble. Donc il va aller du premier élément et il peut dépasser le dernier. S'il dépasse le dernier, il indiquera nul. Et enfin card, donc c'est une variable qui m'indique à tout moment le nombre d'éléments que j'ai dans mon ensemble, c'est-à-dire le cardinal de l'ensemble. Donc si je revois mes fonctions, donc nous étions à la fonction
init ensemble, donc e.cardinal, e.card reçoit 0. Il n'y a aucun élément dans l'ensemble. Donc, quelle est la tête de la liste qui ressemble à l'ensemble? Elle contient nul. La liste est vide. D'accord? Donc, ça, c'est l'ensemble, initialiser l'ensemble à une condition vide. Courant de E de type T ensemble retourne un élément de type de base. Alors, courant, comme ici l'ensemble est implémenté par une liste linéaire chaînée, c'est-à-dire que les fonctions de base de l'ensemble vont utiliser les fonctions de base de la liste, celles mêmes qui sont dans la librairie ou dans l'unité LLCU lib. Donc ici, j'ai courant qui reçoit en fait valeur de e.curseur. On a dit que curseur est un champ de la variable e qui indique à tout moment sur quel élément on se trouve. Comme c'est un pointeur sur un maillon, puisque l'ensemble est représenté en fait par une liste, réellement. Donc c'est une liste de maillons. Donc valeur de e.curseur, la fonction valeur, c'est la fonction de la liste linéaire chaînée, celle qui retourne la valeur du champ valeur contenue dans un maillon. Donc valeur de e.curseur va me retourner la valeur courante sur laquelle je pointe actuellement dans l'ensemble E. Donc, et elle sera retournée. Ici, courant reçoit, c'est comme en C, return, valeur de E, flèche, curseur. La procédure début. Que fait la procédure début? La procédure début, elle doit faire pointer le pointeur sur l'élément courant. Ça doit être le premier. Elle doit le faire pointer sur le premier. Donc, j'aurai E.curseur qui reçoit E.tête. La fonction fin. On a dit que la fonction fin était une fonction qui devait vérifier si nous sommes toujours dans les bornes de notre ensemble, c'est-à-dire nous sommes à l'intérieur de l'ensemble et non pas sortis de l'ensemble. Donc qu'est-ce qu'on fait? On teste. Alors regardez ici, j'avais fait une erreur. Donc ce n'est pas nil, puisqu'on a dit ça peut changer d'implémentation, on va dire c'est nul. Donc si e.curseur égale nul, c'est-à-dire on a avancé, 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 on a dépassé le dernier élément. Et c'est pour ça qu'on pointe sur nul. Donc si e.curseur égale nul, alors fin reçoit vrai, donc c'est return true. Sinon, c'est un return false. Enfin, nous avons la procédure suivant. Suivant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle consiste à avancer le curseur qui pointe sur un élément quelconque dans l'ensemble. Donc pour avancer le curseur est un pointeur sur un maillon de liste. Donc e.curseur reçoit ADR. ADR, c'est la fonction des listes, celle qui permet de passer à l'élément suivant. Donc e.curseur reçoit ADR de e.curseur, ça revient à avancer vers l'élément suivant dans la liste linéaire chaînée. Nous avons également la fonction appartient. Appartient E, X. Qu'est-ce qu'elle va faire appartient en fait? Elle va juste vérifier l'appartenance. Mais comme nous savons que notre ensemble est implémenté par une liste linéaire chaînée, donc finalement, ça revient à rechercher un élément X dans une liste. Quelle liste? Celle qui est pointée par e.tête. Donc la fonction recherchée, elle va retourner vrai ou faux. Et ce même vrai ou faux que l'on obtient en réponse, en sortie, va donc être retourné par la fonction appartient. La fonction cardinale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne uniquement le contenu de la variable e.card. Enfin, nous avons la fonction retirer. Que fait retirer? Retirer un élément d'un ensemble consiste à supprimer le maillon qui contient la valeur recherchée, si elle existe. Donc nous allons utiliser supprimer. Quelle supprimer? Supprimer que nous avons écrite pour les listes. Alors supprimer, elle utilise déjà, on l'a vu tout à l'heure, elle utilise une recherche non booléenne. C'est-à-dire elle recherche et elle retourne un pointeur précédent et un pointeur courant et elle fait le traitement. Donc supprimer un élément de la liste. Si je supprime un élément de la liste, donc il y a la suppression physique, mais alors regardez ici. J'ai mis e.card reçoit e.card moins 1. Là, il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur?
Parce que e.card reçoit e.card moins 1 s'il y a eu réellement suppression. Or, on ne sait pas s'il y a eu suppression ou non. Donc nous allons corriger la fonction supprimée ici. Alors, supprimer, elle est ici, pardon. Donc supprimer ne peut pas être une procédure, ça doit devenir une fonction. Donc fonction supprimée, elle doit retourner quoi comme valeur? Une valeur booléenne pour dire oui, j'ai pu supprimer ou bien non, j'ai pas pu supprimer. Donc elle fait un retour. S'il y a eu réellement suppression, donc nous sommes dans le cas de figure if retour point courant est différent de nul, c'est là l'élément a été trouvé, donc il va être supprimé. Donc ici, si l'élément courant a été trouvé, d'accord, donc là il va y avoir un léger changement, donc il faudra tester lequel c'est pour savoir s'il faut, il faudra pardon, tester pour savoir s'il faut libérer ou qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc begin et end. Le end va se trouver après la libération parce que nous sommes dans le cas de figure où l'élément existe bel et bien. Donc le fait qu'il existe, donc il sera supprimé, c'est certain. Maintenant, s'il n'est pas... Voilà. Donc, end. Si maintenant l'élément n'est pas trouvé, else, donc il va y avoir le else du if. Donc si l'élément n'est pas trouvé, donc ici je mets un petit commentaire. Donc l'élément à supprimer n'a pas été trouvé. Dans ce cas de figure, je devrais retourner false. Donc j'ajoute ici une variable que j'appellerai sortie, qui est de type booléenne. Donc si l'élément n'a pas été trouvé, sortie va recevoir, j'aurai sortie qui reçoit false. Et si l'élément a été supprimé, donc j'aurai sortie qui reçoit true. Voilà. Donc, puisque j'ai transformé ma fonction supprimée, je dois changer l'entête dans l'interface. Donc supprimer, c'était une procédure, c'est devenu une fonction. Donc function, pardon, c'est la même chose. Donc fonction, et elle est de type booléen. Donc on compile pour voir. Il n'y a pas d'erreur. Donc dans la boîte des messages, ici, j'ai success. D'accord. Donc on repart à notre type abstrait de données ensemble et nous continuons. Donc supprimer, cette fois-ci, va retourner quelque chose. Donc retirer ne va pas marcher comme ça directement. On va dire variable s de type booléen. Et nous allons dire s reçoit supprimer. Et ici, il faudra donc faire le test. If, alors if what? If s, ça veut dire si s est vrai. C'est-à-dire l'élément a été supprimé, donc e.card reçoit e.card moins 1. S'il est faux, on ne fait absolument rien. D'accord. Maintenant, la procédure ajouter. Que va faire ajouter? La même chose, donc ajouter. Ce qui s'est dit pour supprimer va se dire pour ajouter. Donc si je n'ai pas pu ajouter, donc je ne peux pas incrémenter le cardinal. Donc nous allons changer d'abord ici, puis nous changerons au niveau de la fonction ajouter. Donc j'aurai var s de type booléen. Et ici, je dirais donc s qui reçoit ajouter. Enfin, donc if s, en disant if s, c'est exactement comme si on disait if s égale true. Parce que ici, if condition, c'est-à-dire la condition va être évaluée. C'est quoi la condition? C'est s tout court. Et s, il a comme valeur soit vrai, soit faux. Donc si c'est vrai, je rentre dans le then. Si c'est pas vrai, je sors. Donc s ici, s'il est égal à vrai, ça veut dire oui, j'ai pu ajouter. Donc je vais aller
dans la libre, LSCU lib plus et je viens modifier ajouter. Alors, ajouter, elle se trouve où? Ajouter en tête. Donc, ce n'est plus une procédure, c'est une fonction. Et quel est son type? Un booléen. Donc, j'ai besoin d'une variable, S ou sortie ou comme vous voulez, de type booléen, booléenne. Et qu'est-ce que nous allons dire? New de P, en fait, tout le test est là. Donc, si P est différent de nul, donc l'ajout a été possible. Et donc, sortie reçoit true. Sinon, cette fois-ci, il faut ajouter un sinon, ou bien on initialise la sortie à faux. Donc, si elle ne change pas, ça veut dire qu'elle est restée égale à faux. Voilà, donc CTRL F9 pour compiler. Alors, ajouter, voilà. Nous avons modifié l'implémentation de ajouter, mais nous ne l'avons pas modifié dans l'interface. Donc, ça devient function et non pas procédure. Et ici, il s'agira de dire que c'est un booléen. Alors, CTRL F9 encore. Nous avons le vert donc pour dire succès ici. Donc, ça, c'était le tour d'horizon de ajouter, supprimer, retirer. Nous avons tout vu. Donc ça, c'était les fonctions de base du type abstrait de données ensemble. Maintenant, voyons voir quelques fonctions qui ne sont pas tout à fait de base, qui sont à un niveau un peu plus élevé. Alors ici, afficher ensemble. Bien, notre ensemble est une liste linéaire chaînée. On aurait pu se contenter de la procédure afficher, ou plutôt, on aurait pu utiliser la fonction, d'ailleurs je l'ai gardée ici, la fonction afficher ensemble sous forme de liste, puisque l'ensemble est une liste. Donc on aurait pu afficher carrément sous forme de liste. Puisque nous avons dans la librairie LLCU lib plus, d'accord, dans celle-là, nous avons une fonction qui s'appelle afficher liste. Donc je n'ai qu'à donner la tête de l'ensemble qui est une variable de typetlist et elle affiche l'ensemble sous une forme de liste et elle indique le nombre d'éléments de l'ensemble en donnant son nom et ceci, e.card. E.card, donc c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble. Alors pourquoi ici non ensemble? J'ai utilisé un type string pour donner ici le nombre d'éléments, par exemple, de l'ensemble E1 et ceci, le nombre d'éléments de l'ensemble E2 et cela. Donc il suffira de mettre dans la variable, dans le paramètre non ensemble, E1 ou bien E2. Ça me permet d'avoir une fonction qui soit plus esthétique. D'accord. Tout comme donc il y a, alors là, c'est un affichage, alors je vais mettre un commentaire. Donc c'est un affichage de l'ensemble sous forme de liste. C'est-à-dire on affiche sous forme de liste. Par contre, ici, c'est un affichage de l'ensemble sous forme d'ensemble, c'est-à-dire entre des accolades. Donc ça, c'est purement esthétique. Hein. Affichage de l'ensemble sous forme traditionnelle, je vais dire, ou la classique, ou bien classique. Voilà. Donc voilà l'affichage de l'ensemble. Donc voyons maintenant l'affichage de l'ensemble sous forme classique. Donc qu'est-ce que je fais? Je pointe sur le premier élément de mon ensemble avec début de E. Donc ça me permet de pointer le fameux champ curseur sur le premier élément. Ensuite, on va dire ensemble et on lui donnera le nom qu'on a donné, c'est-à-dire le nom qu'on va utiliser comme paramètre. À quoi sert ce nom? Il est décoratif, mais en même temps, pour avoir une fonction, une procédure qui est plus parlante. Par exemple, si j'ai besoin d'afficher l'ensemble E1, elle me dira ensemble E1 égale, et on ouvre une accolade. Ensuite, tant que ce n'est pas la fin de l'ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On écrit la valeur courante, et on avance. Si, après avoir avancé, nous avons atteint la fin de l'ensemble, alors nous fermons l'accolade. Sinon, nous créons une virgule, ou nous affichons une virgule, pour séparer l'élément que nous venons d'afficher de celui qui va venir juste après. Donc ça, c'était deux procédures, afficher ensemble et afficher ensemble sous forme de liste. Bon, dans cette fonction, je me suis contenté de l'affichage de l'ensemble, je n'ai pas affiché le cardinal.
Celle-là, j'avais affiché le cardinal, c'était pour contrôler que je n'avais pas fait d'erreur lors de la manipulation. J'ai utilisé aussi une procédure remplir ensemble. C'est un petit peu comme dans la librairie sur les listes, pas la librairie de base, celle qui est un peu l'unité qui est un peu plus élaborée. Nous avions ajouté en tête, donc ajouté un élément à une liste. Là, j'ai ajouté remplir ensemble. Alors remplir ensemble, ce n'est pas ajouter un à un, c'est ajouter en bloc. Donc, bon, rien n'empêche d'avoir les deux fonctions. Une qui ajoute un seul élément et l'autre qui fait appel. Là, j'ai pris directement remplir un ensemble. Qu'est-ce qu'elle fait remplir un ensemble? Donc, elle demande il y a combien de valeurs dans l'ensemble n, dans l'ensemble qu'on veut remplir, non ensemble, d'accord? En termes de variables, c'est E. C'est E qui nous intéresse. Non ensemble, c'est décoratif. C'est pour avoir une procédure plus parlante. Ensuite, nous lisons cette variable n. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Nous initialisons l'ensemble E. Donc, il faudrait qu'il soit vide au départ. Ensuite, pour i allant de 1 à n, qu'est-ce que je fais? Je vais lire. Alors ça, write et machin, c'est juste décoratif aussi. C'est pour dire, c'est comme disait premier élément, second élément, troisième élément lors de la lecture. Donc, nous lisons la variable nous lisons la valeur dans la variable x et nous ajoutons ex. Alors ajouter, c'est une fonction qui appartient au type abstrait de ensemble. D'accord. Nous avons ici ajouté. Donc elle a comme paramètre un ensemble E et une variable x ou un paramètre x de type de base. Donc si je viens ici, ajouter ex. Alors ici, est-ce qu'on a modifié l'ensemble? La fonction ajoutée, nous ne l'avons pas modifiée, donc c'est bon. Ça, c'est remplir. Maintenant, on avait fait la dernière fois union, on n'avait pas fait marcher. Je le réexplique. Donc, union E1, E2, nous voulons faire l'union de deux ensembles E1 et E2, et ça retourne un élément de type T ensemble. Pardon, E1, E2 sont de type T ensemble, et nous avons une variable E passée par variable, c'est-à-dire une variable E de type T ensemble, passée par variable, c'est-à-dire que notre ensemble E, lui, va changer, contrairement à E1 et E2 qui ne vont pas changer. Qu'est-ce que nous faisons? Alors, nous allons initialiser l'ensemble E. C'est-à-dire ici, E est vide. E devient dans la condition. Alors, je vais réexpliquer tout à l'heure le problème qui risque de surgir ici. Dans la condition vide, pardon, pas dans la condition E. Ensuite, début de E1. On pointe sur le premier élément de l'ensemble E1. Tant que nous n'avons pas atteint la fin de l'ensemble E1, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute l'élément courant de E1 à l'ensemble E. Puis nous avançons dans E1. À un moment donné, nous allons atteindre la fin de l'ensemble E1. Donc on sortira de la boucle. On viendra ici, début de E2. Qu'est-ce que nous allons faire? Tant que ce n'est pas la fin de l'ensemble E2, si l'élément courant de E2 n'appartient pas à E. Note appartient, c'est n'appartient pas. Donc si l'élément courant de E2 n'appartient pas à E, nous l'ajoutons à E. Et nous passons à l'élément suivant avec l'opération suivante de E2. Ainsi, nous aurons obtenu l'union des ensembles E1 et E2 et nous allons l'obtenir dans E. Alors là, il faut faire très attention à une chose. Dans l'union, donc nous sommes en train de produire cette union dans un ensemble que nous avons appelé E. Ici, j'ai fait uniquement init ensemble. C'est-à-dire si jamais E n'était pas une variable qui ne pointait nulle part, c'est-à-dire un ensemble pour le moment inexistant, imaginez que E, on avait mis dans E une intersection. Et puis je viens pour mettre dans E une union. Init ensemble, elle va, c'est vrai, me mettre E dans la position initiale, dans la situation initiale, c'est-à-dire que c'est un ensemble vide,
Mais l'ancienne intersection qui pouvait se trouver en mémoire, elle serait toujours là, mais elle serait perdue. C'est-à-dire que là, si nous utilisons plusieurs fois une variable e, il faudrait plutôt vider l'ensemble que initialiser. Parce que init ensemble, elle va mettre nul dans e.tête. C'est tout. Par contre, vider ensemble, elle va retirer tous les éléments qui existaient dans l'ensemble E. Ce n'est pas notre problème maintenant, on va garder ça. Il faut faire juste attention au moment de l'utilisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait début de E1. Donc, tant qu'on n'a pas atteint la fin de E1, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute l'élément. Alors, pardon, ça c'était l'union. Donc, nous étions. L'union, nous l'avons déjà vu. Pardon, c'était l'intersection qui nous intéressait. Donc, je reviens à l'intersection. Donc, début de E1. On se positionne sur le premier élément de l'ensemble E1. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On initialise l'ensemble E, c'est-à-dire l'ensemble qui doit recevoir l'intersection. Je le mets dans une situation telle qu'il est perçu comme étant un ensemble vide. Ensuite, tant que je n'ai pas atteint la fin de l'ensemble E1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier, est-ce que l'élément courant de E1 appartient à E2? Si l'élément courant, l'élément actuel de E1 existe également dans E2, donc il fait partie de l'intersection. Et dans ce cas de figure, ajouter à E, qui est l'ensemble qui va recevoir l'intersection, l'élément courant de E1. Ensuite, il suffit d'avancer dans E1. À un moment donné, on atteindra forcément la fin de liste et on sortira. Donc nous aurons dans l'ensemble E l'intersection de E1 et de E2. Même chose que l'intersection, il nous reste la différence. La différence, c'est E1 moins E2. Et nous la mettons dans E. C'est à E égale E1 moins E2. Donc pour la faire, il faut initialiser l'ensemble E. Une fois que nous avons initialisé E, nous allons faire début de E1. Nous positionner dans début de E1, c'est-à-dire sur le premier élément de E1. Ensuite, on va dire tant que ce n'est pas la fin de l'ensemble E1, qu'est-ce que nous allons faire? Si l'élément courant de E1 n'appartient pas, donc c'est l'inverse de l'intersection, si l'élément courant de E1 n'appartient pas à E2, alors il faut le mettre dans E. Donc ajouter courant de E1 dans E. Et on avance dans E1. Dans ce cas de figure, nous avons mis dans E tous les éléments qui sont dans E1 et qui ne sont pas dans E2. Et c'est ça la définition de la différence ensembliste. Donc il ne nous reste plus qu'à voir un petit semblant de programme principal. Donc le programme principal, en fait ici, c'est juste pour tester les fonctions. Ça n'a aucune importance en soi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On appelle la fonction remplir ensemble. Donc nous allons remplir un ensemble E1, remplir un ensemble E2. Alors moi je voulais tester les trois fonctions, union, intersection, différence. Alors différence E1 moins E2 est forcément différent de E2 moins E1. Donc j'ai fait les deux différences et je les ai affichées. Donc en appelant union, union E1, E2, E, c'est comme si on disait en mathématiques, E égale E1 union E2. Donc une fois qu'on a calculé l'union, donc on a rempli cet ensemble E qui contient l'union, on fait appel à afficher ensemble. Afficher ensemble, c'est celle qui utilise les accolades. J'ai utilisé ici le mot union, donc en fait afficher ensemble, normalement on lui donne juste la variable E. Ici la chaîne union, c'est juste pour avoir quelque chose d'esthétique dans l'affichage. Une fois que j'ai calculé l'union et que je l'ai affiché, il faut que je vide l'ensemble. Si je ne le vide pas, ça marchera. Mais la mémoire sera occupée par des choses qui ne servent plus à rien, qui n'ont pas été libérées et qui ne sont pas libérées. Donc, jusqu'à la fin de l'exécution du programme. Si je fais ce genre d'erreur, si je ne vide pas mon ensemble avant de le réutiliser, donc petit à petit, si mon programme est destiné à tourner longtemps, il risque de me saturer la mémoire et de faire cracher le système. C'est-à-dire que plus rien ne marche, la souris ne bouge plus, il n'y a plus rien qui va, vous serez obligé d'éteindre votre machine.
La même chose donc l'intersection, je fais E égale E1 inter E2, j'affiche l'ensemble intersection, je revide l'ensemble, je fais la différence E égale E1 moins E2, et j'affiche différence E1 moins E2 égale quelque chose, et je fais la même chose pour E2 moins E1. Donc pour voir maintenant l'exécution, donc CTRL F9 si j'ai rien touché par erreur. Donc j'ai le message ici en vert, success. Donc qu'est-ce que je fais? Alors sous Windows c'est plus pratique parce que vous pouvez directement cliquer ici le, le petit triangle vert et avoir l'exécution. Là ça pose quelques petits problèmes sous cette distribution de Linux qui est Ubuntu. Ici c'est la 20.04.1. Donc je vais prendre ici mon programme qui a été généré, donc il est dans Ensemble. Il est sous le nom de Project 1. Donc qu'est-ce que je fais? Je le déplace dans le bureau juste pour aller plus rapidement en tapant. En tapant à la fois sur CTRL ALT T parce que nous sommes dans Ubuntu. Ou là dans Linux, c'est la même chose, c'est valable pour les autres Linux. Donc ici, je dois passer au répertoire bureau. Une fois que je suis dans le bureau, la commande ls me permet de voir qu'est-ce qu'il y a comme exécutable. Les exécutables sont mis en couleur verte ici. Donc, pour l'exécuter, je suis obligé d'utiliser point slash. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas un cours de Linux. Donc, et j'écris project 1. Donc, donner le nombre de valeurs de E1, prenons par exemple 3. Je donne 2, 3, 6. Et je prends 4 valeurs dans E2. Je prends par exemple 6, 4, 5, 1. Alors, quelle est l'union de E1 et de E2? Donc l'union, j'aurai le 2, le 3, le 6. Je devrais leur rajouter le 4, le 5 et le 1. D'accord? Donc j'ai 4, 5, 1, 2, 3, 6. Il y a effectivement l'union. Il n'y a aucun élément qui se répète dans l'ensemble union. Quelle est l'intersection? Quels sont les éléments communs aux deux ensembles? C'est uniquement la valeur 6. Donc l'ensemble d'intersection, c'est le 6. La différence E1 moins E2, tous les éléments qui sont dans E1 et qui ne sont pas dans E2. Le 2 n'est pas dans E2, le 3 n'est pas dans E2, le 6 il y est. Donc il y aura uniquement le 2 et le 3. Enfin, la différence E2 moins E1, c'est l'inverse. Tous ceux qui sont dans E2 et qui ne sont pas dans E1, le 1, le 5 et le 4. Donc ça me donne 4, 5, 1. Donc là, c'était juste un petit exemple. Alors, à travers cet exemple d'utilisation du type abstrait ensemble, nous avons retiré quelque chose d'important. C'est qu'un type abstrait de données peut utiliser un ou plusieurs autres types abstraits de données. D'accord? Donc ici, le type abstrait de données ensemble a utilisé le type de données abstrait, le type abstrait de données, pardon, liste. Donc on peut avoir un autre type de données quelconque qui lui utiliserait par exemple le type abstrait de données ensemble qui lui-même utiliserait le type abstrait de données liste, etc. Donc nous verrons dans une seconde partie le même travail avec une implémentation statique de l'ensemble. C'est-à-dire que l'ensemble, au lieu d'être une liste linéaire chaînée, ça deviendrait un tableau. Donc à la prochaine pour le prochain cours et bon courage.